Hey salut! Dans cette vidéo, on va parler de l'animal mythique le plus connu au monde. Je parle bien sûr de la créature cracheur de feu, le dragon. Aujourd'hui, je vous parlerai seulement du dragon européen. Le dragon asiatique, lui, sera dans les vidéos futures. Et restez jusqu'à la fin, car il y aura une histoire sur un des dragons de la mythologie nordique. Allez, générique! Commençons par parler de son étymologie. Dragon vient du grec drakon, du verbe derkomer qui veut dire voir ou percer du regard. Mais le dragon européen peut aussi être appelé dragon occidental. Dans le folklore européen, il prend la forme d'un reptile avec un corps composé de 2 paires de pattes, des ailes qui ressemblent à celles des chauves-souris, une peau écailleuse, des cornes et une énorme queue. Mais il a aussi le pouvoir de cracher du feu. Cette représentation viendrait du dragon romain, développé à partir du dragon grec. Maintenant, voyons son habitat. Il vit généralement dans les montagnes, des tanières souterraines ou des grottes en bord de mer dans toute l'Europe. C'est un animal sédentaire qui s'éloigne rarement de plus de 40 km de sa tanière. Comme vous devez déjà le savoir, le dragon est carnivore. Il est gourmand avec un appétit vorace. Dans son menu, on peut retrouver du bétail et bien sûr des humains. Les dragons sont souvent associés au mal et ils ont des propriétés magiques. Voyons sa représentation dans la culture chrétienne. Ils sont souvent représentés protégeant une caverne ou un château rempli d'or et de trésors. Comme dans beaucoup d'histoires, un héros essaie de tuer le dragon qui sème la terreur. Bien sûr, comme la plupart des autres animaux mythiques, le dragon symbolise Satan et le péché. C'est un symbole très important de la foi chrétienne. Quant à la mythologie grecque, c'est un peu la même histoire. Les dragons gardent des trésors comme par exemple l'Adon, qui est un dragon à 100 têtes qui protège l'arbre des Hespérides jusqu'au jour où il se fait tuer par Héraclès. Dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, qui est une littérature grecque, il décrit Satan comme un grand dragon rouge flamboyant à 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, passons au Moyen-Âge. L'image occidentale moderne des dragons s'est donc développée en Europe grâce à la combinaison des dragons gréco-romaines. On peut les apercevoir sur des bannières, des sceaux et bien d'autres emblèmes d'autorité et puissance militaire. Dans un poème de cette époque, on parle de guerriers et de chevaliers combattant les dragons, dont certains qui arrivaient à bout de la créature. Ceux-là sont considérés comme des héros. Ils ont bien sûr droit à la gloire, à la fortune et l'honneur. Mais il y en a d'autres qui échouaient et revenaient sans avoir accompli leur tâche. Malheureusement pour eux, ils n'avaient ni gloire, ni fortune, ni honneur. Au contraire, ils subissaient une mort atroce. Bon, revenons à nos jours. La plus ancienne image ressemblant à un dragon européen est une illustration peinte à la main du bestiaire MS Harley 3244, produite vers 1260. Ce dragon avait une particularité, il avait 2 paires d'ailes. Quant à la plus ancienne trace écrite sur le dragon connu, remonte au Néolithique, en Mongolie, qui date de 400 avant Jésus-Christ. Bon, tout ça, c'est vraiment super. Mais d'où vient cette légende? D'après une théorie, elle viendrait des dinosaures ou de gros reptiles comme le crocodile, mais cette hypothèse a été réfutée. Encore maintenant, on ne sait pas d'où viendrait l'origine des dragons. Ce qui est bizarre, c'est que la représentation soit la même dans plusieurs pays très éloignés les uns des autres. Donc la question c'est: comment des peuples de plusieurs pays différents ont-ils pu imaginer la même créature avec seulement quelques petites différences? Je vous laisse méditer là-dessus. En attendant, je vais vous parler de contes. Dans les contes européens, certains dragons dorment la journée et se déchaînent la nuit. Dans les contes populaires, le sang de dragon contiendrait des pouvoirs uniques et rallongerait la vie. Et dans le conte des métamorphoses d'Apulée 8, des voyageurs assoiffés s'arrêtent pour demander des rafraîchissements à un berger.
Celui-ci demande pourquoi. Quand un vieil homme vient leur demander de l'aide pour sortir son fils d'un puits. L'un d'eux y va, mais ne revient jamais. Donc, le groupe part à la recherche de leur ami. Et ils tombent nez à nez avec un énorme dragon dévorant leur ami. Le plus bizarre, c'est que le vieil homme avait disparu. Parlons un peu des œuvres modernes. On le retrouve dans beaucoup de films et séries, comme Eragon, Le Hobbit, Game of Thrones, House of the Dragon, mais aussi dans des films d'animation qui portent le nom de Dragon. En ce qui concerne les jeux vidéo, il y a bien sûr Skyrim et un qui est aussi beaucoup connu, je parle d'un petit dragon violet tout mignon qui est bien sûr Spyro. On les retrouve aussi dans des mangas et notamment Drifting Dragon. Parmi les légendes et les histoires de dragons, il y en a qui sont mythiques. Je vais en citer seulement 2. Je vais commencer par le dragon des mers, Léviathan. Son apparence change un peu. Il ressemble à un serpent géant, mi-dragon, mi-poisson. Son corps est recouvert d'écailles, ce qui le protège contre toutes les armes terrestres. Il peut évidemment cracher du feu, ce qui fait bouillir les eaux. Avec sa queue puissante, il peut créer des tsunamis. On les retrouve dans plusieurs religions. Et dans la religion biblique, Dieu créa les Léviathans. Mais au vu de leur puissance, Dieu tua la femelle pour qu'ils ne puissent pas se reproduire. Au jugement dernier, l'archange Gabriel est venu tuer le Léviathan. Maintenant, passons au second. C'est l'Adon, qui est un dragon à 100 têtes, où chaque tête parle une langue qui lui est propre. Il est le gardien du pommier produisant des pommes en or, situé au jardin des Hespérides. Pour son 11e travail, Héraclès devait récupérer les pommes. Donc il tua l'Adon. Héra, pour récompenser le dragon de son dévouement, le plaça dans le ciel, où il devint la constellation du dragon. Si ces petites histoires vous ont plu, j'ai 10 autres dragons mythiques en réserve. Donc si vous voulez que je vous raconte leurs histoires dans une autre vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Avant de finir cette vidéo, je vais vous raconter 2 petites histoires sur les dragons. Et pour la première histoire, on va voyager en Bretagne, à la rencontre du dragon Elorn. Tout commence par une tentative de suicide au VIe siècle. 2 chevaliers chrétiens, Néventaire et De Rien, chevauchent leur monture le long de la rivière de Dordogne, près du château de Roquemorvan, à la Roche Maurice, quand ils aperçoivent un homme au niveau d'une tour du château. Cet homme est le seigneur de Roquemorvan, nommé Elorn. Les chevaliers le voient en train d'enjamber le parapet de la tour et se jeter dans la rivière qui coule au pied du château. Les 2 chevaliers accourent à son secours et sauvent le désespéré. Elorn est très dégoûté, car il voulait vraiment finir. Et son acte avait vraiment un sens. Elorn dit à Néventaire: « Sachez, chevalier, que tout près de chez moi gîte un épouvantable dragon qui dévore gens et bêtes. Dès que la faim le fait sortir de son repère, il cause dans le pays des ravages irréparables. Pour éviter que le dragon dévore tout le monde, le roi Bristocus mit une tradition en place, un tirage au sort hebdomadaire pour désigner les victimes du dragon. Depuis ce jour-là, tous les samedis, un tirage au sort entre les seigneurs avait lieu. Ils avaient 3 choix. Soit ils sacrifiaient des personnes tirées au sort, soit ils décidaient de se livrer eux-mêmes, ou bien de choisir quelqu'un de leur choix. Il valait mieux être leur ami que leur ennemi, vous croyez pas? Bon, au fil des années, les offrandes humaines pour le dragon diminuaient le nombre d'habitants jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'Elorn, sa femme et leur enfant, Riek de 2 ans. Mais il avait une tradition à tenir. Ne voulant pas sacrifier son fils, il avait décidé de se suicider, préférant se noyer que de livrer Riek à une mort terrible. Les 2 chevaliers, horrifiés de ce qu'ils avaient entendu, décidèrent d'agir. Ils promettent à Elorn de chasser le dragon à une seule condition, qu'il embrasse la foi chrétienne et fasse construire une église sur ses terres. L'homme, bien sûr, accepta. Néventaire et De Rien alla trouver le dragon. Debout devant sa caverne,
ils ordonnèrent au dragon de sortir. Le monstre sortit et un sifflement effroyable jeta l'épouvante parmi les chevaliers. Il était énorme. Sa tête ressemblait à celle d'un coq géant. Son corps était cuirassé de dures écailles qui se hérissaient. Sa gueule s'ouvrait tellement grand qu'il pouvait avaler une brebis en une seule bouchée. Ses yeux lançaient des éclairs qui tuaient les oiseaux et les enfants. Les chevaliers s'avancèrent au devant du dragon. Choqué par le courage des deux hommes, le dragon se laisse passer un licol autour de son cou, permettant à Riek de le conduire à la bride jusqu'au château. Hey, mais attends une seconde. Qu'est-ce que fait le petit de 2 ans avec les chevaliers? Alors là, mystique, c'est un très grand mystère. L'histoire ne le raconte pas. Riek ordonna au dragon de se jeter dans la mer. Le dragon s'exécutèrent aussitôt et se jeta dans le port. Si ils auraient su que ça aurait été si facile de tuer le dragon, ils auraient pu le faire beaucoup plus tôt. Et Lorne, n'ayant pas respecté le marché, c'est son fils qui fit construire une église en respect de ce pacte. La première église commune fut nommée Plonéventaire, en référence à Saint Néventaire. Depuis, le port où se jeta le dragon a été rebaptisé Poulbenzoal, qui veut dire port où fut noyée la bête. Voilà, c'est la fin pour cette petite histoire. Maintenant, passons à la deuxième histoire. Dans la mythologie nordique, on retrouve des légendes sur les dragons. Je vais vous raconter celle de Nidhogg. Nidhogg est un dragon qui se trouve dans les racines de l'arbre de vie d'Yggdrasil, qui relie les 9 royaumes. Il ronge les racines, espérant plonger le monde dans les ténèbres, mais 3 Norns arrosent les racines au quotidien pour les soigner. Nidhogg est le maître de Nastrond, le monde souterrain où sont bannis les cadavres de criminels, traîtres ou les briseurs de serments. Il dévore les cadavres dans une pièce dont les murs sont formés de serpents et le plafond dégoulinant de son venin qui sert à brûler la chair des morts. Sur le sommet de l'arbre se trouve un aigle, l'ennemi de Nidhogg. Un écureuil du nom de Ratatosk est un messager. Il court du sommet vers les racines en colportant les insultes des 2 adversaires. Ces disputes entre le dragon et l'aigle favorisent le cycle de croissance de l'arbre de vie. Avec le temps, Nidhogg réussit à endommager Yggdrasil. L'arbre commence à jaunir, plongeant les 9 mondes dans un hiver de 3 ans. Le jour de Ragnarok est arrivé. Le dragon est libéré. Il s'envole avec les cadavres de criminels sous ses ailes de chauve-souris et mène les géants avec lui à l'attaque des dieux. Après cette guerre, une grande partie du monde des dieux est anéantie. Nidhogg a survécu et devient la force du mal qui équilibre le bien dans le monde post-Ragnarok. J'espère que le contenu vous aura plu et que vous avez appris plein de trucs sur les dragons. Pour plus de détails, j'ai mis quelques sources en description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, sans oublier de vous abonner et mettre un pouce bleu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!